la thématique de cette troisième partie de cette deuxième table ronde, c'est l'attractivité et la fidélisation dans la filière grâce aux enjeux écologiques et numériques. Alors nous avons avec nous, bonjour, Marie-Cécile Demaison, directrice des lycées Lab pour le Conseil régional Île-de-France, et Madame Elisabeth Détry, dirigeante de la SARL Détry, vice-présidente de la Fédération française du bâtiment Île-de-France Est, référente WorldSkills en Île-de-France pour le pôle métier du BTP et membre du CREFOP. Alors, merci à toutes les deux de participer à cette table ronde. Alors, je vais commencer par vous, Madame Demaison. Je vais vous poser une première question. Pourquoi la région s'intéresse-t-elle plus particulièrement à ce campus des métiers et des qualifications d'excellence des transitions numériques et écologiques ? Alors, la région Île-de-France, en fait, accompagne une quinzaine de campus au niveau du territoire francilien. Les campus, comme l'évoquait monsieur le recteur en début de séance, en fait, c'est un peu des ovnis. C'est des lieux, des réseaux qui permettent de mettre en commun, de faire travailler des acteurs économiques, des acteurs de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et aussi de l'enseignement initial, en formation initiale. Et donc, tout légitimement, la région accompagne ces ovnis pour qu'ils atterrissent au plus près des besoins et sur du concret. Surtout, vous parliez de concret tout à l'heure, c'est vraiment, je pense, l'enjeu des campus. Alors, qu'est-ce qu'on fait au sein des campus ? Je pense que ce qui est important de retenir, c'est peut-être l'idée que ça renforce le sentiment d'appartenance, en fait, enfin, à une filière, à un groupe, à un métier, peut-être un sentiment de fierté au-delà de ce qu'on apprend tous les jours au lycée. Ce qu'on y apprend aussi, c'est des compétences complémentaires. Tout à l'heure, on parlait de soft skills, notamment travailler en mode projet, toutes ces compétences qu'on n'acquiert pas nécessairement quand on est derrière une table, derrière un écran, si numérique soit-il. Donc, je pense que c'est des compétences qui sont essentielles dans le monde du travail. On y apprend aussi ce que c'est le métier, finalement. Alors, à la fois par le biais des échanges avec les acteurs économiques, mais aussi par toutes les informations au métier, à l'orientation, l'information métier qui y est prodiguée. Enfin, voilà, donc ça, c'est aussi très important. Et juste un mot, du coup, parce que j'ai parlé d'une quinzaine de campus. Bien évidemment, le campus de la transition numérique et écologique de la construction nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un enjeu essentiel pour l'Île-de-France. Tout à l'heure, des intervenants évoquait un besoin de 68 000 emplois, je crois, à l'horizon 2024, ce qui est énorme. À titre de comparaison, actuellement, dans les lycées en formation professionnelle initiale, à la fois sur le BTP et sur l'énergie, on est à un peu moins de 20 000 élèves, apprentis, tout confondu. Donc voilà, il y a quand même un gros gap. Voilà. D'accord. Et alors, tout à l'heure, j'ai dit que vous étiez directrice des lycées Lab. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Lycée Lab ? Oui, alors c'est une structure qui a été créée au sein de la région Île-de-France du pôle lycée en 2019. Donc c'est une structure qui a pour vocation de programmer les évolutions des lycées franciliens, donc on raisonne à l'échelle de 10-15 ans, de les faire évoluer en fonction des besoins d'accueil de nouveaux lycéens. On a en région Île-de-France, on est une région ultra dynamique qui nécessite la livraison de lycées et de places nouvelles de manière assez intense dans les années à venir. On accompagne aussi en termes d'évolution des usages, donc les usages pédagogiques. On a connu la révolution du numérique dans l'enseignement pré-bac. Donc la région a accompagné cette révolution en dotant les jeunes lycéens de près de 400 000 équipements, tablettes ou ordinateurs. Donc évolution aussi en termes d'ouverture avec les acteurs du monde économique, ouverture sur le territoire. Les lycées sont de plus en plus ouverts pour eux. Tout à l'heure, on évoquait, alors pour eux au sens
qui permet des échanges, hein, attention, hein, parce que nous, après, la difficulté, c'est qu'on a quand même des obligations en matière de sécurité. Bien sûr. Donc voilà, c'est quand même dans certaines limites, mais en tout cas avec des belles ambitions. Tout à l'heure, j'ai oublié le nom de l'intervenant qui évoquait la chronotopie. Effectivement, nous, on est également dans toutes ces idées qu'on essaye de mettre en œuvre au-delà des idées pour rendre concret. Donc on a plein de projets actuellement en cours, notamment dans le cadre des campus, un campus de l'UA Paul Valéry qui met en œuvre ce genre à Paris, qui met en œuvre ce genre de démarche. Voilà, donc c'est un métier passionnant. Alors parlons maintenant de la région en tant que maître d'ouvrage. Un maître d'ouvrage de poids, hein, dans le secteur de la construction en Île-de-France. Est-ce que vous percevez les enjeux écologiques et numériques comme une opportunité pour la filière de gagner en attractivité ? Oui, on fait plus que les percevoir. On s'y intègre pleinement. Alors, juste pour vous expliquer le positionnement de la région. Donc, la région, c'est 470 lycées dont nous sommes responsables comme propriétaire, en fait. Alors, même si on n'est pas toujours propriétaire des locaux, mais en tout cas, on en assume les responsabilités. Donc, c'est 6,5 millions de mètres carrés. C'est l'équivalent de la surface de la commune de Boulogne. C'est un plan d'investissement pluriannuel sur 10 ans de 6 milliards d'euros. Donc, ça fait 600 millions d'euros par an. Donc, bon, on est légitimement, et vous l'évoquiez, monsieur, un acteur en tant que maître d'ouvrage, hein, aussi de la filière du BTP. Ce qui est très très important, c'est en tant que maître d'ouvrage, vous évoquiez tout à l'heure les usages, le sens. Bien évidemment, le maître d'ouvrage doit avoir son plein rôle dans cette transition numérique. Alors transition numérique et environnementale, pardon. Donc ça s'inscrit dans nos cahiers des charges, hein, qui derrière doivent ensuite être mis en œuvre par les entreprises et les maîtres d'œuvre. Et bien évidemment, nos cahiers des charges intègrent des obligations environnementales, du recyclage, du réemploi de matériaux, de l'emploi de matériaux biosourcés. Donc, évidemment, nous essayons d'être le plus exemplaire possible en la matière. Nous, dans le cadre de nos lycées, vous l'évoquiez, monsieur, évidemment, nos nouveaux lycées, en tout cas, intègrent cette dimension numérique du BIM, parce que ça fait partie du sujet de fond. Et si je peux me permettre, pour rebondir par rapport à ce que vous évoquiez, et c'est aussi le fruit de mon expérience passée en tant que constructeur de ponts et de tunnels, je pense que ce qui est très important, c'est la notion d'usage et de collaboration, je vous rejoins tout à fait, et de bien faire le lien entre les différents usages de la construction, mais aussi de la maintenance derrière. Parce que faire du BIM pour du BIM, produire de la data qui coûte une fortune, d'abord à produire et ensuite entretenir, ça ne sert à rien. Donc c'est là où il faut revenir sur l'usage, au plus juste usage, et avec peut-être la conscience de tous les acteurs que ce qui est important au-delà des outils, parce qu'on a beaucoup parlé d'outils et de méthodes, l'essentiel, le cœur nucléaire, je dirais, du sujet, c'est quand même la data, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la data, c'est quand même ce qui nous permet de voir les choses, de comprendre ce qui se passe, de mener nos analyses, de mener nos prédictions en matière de maintenance, de faire nos bilans carbone ou nos bilans énergétiques. Donc, cette data, je pense qu'il faut avoir conscience que tous, en bureau d'études, sur les chantiers, en maintenance derrière, on en est tous les détenteurs. Et il est important qu'on mette tous en œuvre qu'on soit les acteurs pour qu'on obtienne cette juste data, en fait, juste au sens, pas être expansionniste, et juste au sens véracité. Quand on a de la donnée, être sûr que ce qu'on a est fiable. D'accord, donc donner du sens. Mais juste pour reprendre quand même le thème de l'attractivité, vous m'aviez quand même parlé, parce que voilà, tous vous parlez des innovations technologiques, mais aussi les innovations liées justement aux matériaux biosourcés ou autres. Est-ce que vous voyez cela comme une piste d'attractivité, vous, en tant que maître d'ouvrage ? Oui, alors comme je l'expliquais, en fait, maintenant, c'est les prérequis dans les cahiers des charges, en fait. Hein, donc, voilà, je pense qu'il y
a pas le choix, en fait. Il faut qu'on y aille tous, quoi. Donc, j'entendais que les jeunes étaient prêts, les entreprises se mettent en ordre de bataille, si je puis dire. Reste à nous, en tant que maître d'ouvrage, d'accompagner et d'être aussi les instigateurs, hein, pour clarifier quel est notre besoin en la matière. Et clairement, nous, le besoin, il est aussi beaucoup sur la maintenance, la GTC, la GTB, le suivi énergétique, etc. Au-delà de, bien sûr, bien évidemment, en complément, des obligations réglementaires, des critères tertiaires, etc., quoi. Merci, Madame de Maison. Madame Détry, alors en tant que dirigeante d'une entreprise artisanale de couverture, ma première question va être: quelle est selon vous l'image que les jeunes et les parents ont du bâtiment ? Bien, écoutez, ce matin, j'étais justement au conseil régional dans une commission Césaire qui s'appelle la commission éducation. Et nous recevions des lycéens. On peut savoir qui sont en lycée professionnel et qui venaient nous expliquer le pourquoi du comment ils étaient dans un lycée professionnel. La plupart des jeunes qui se sont exprimés ont beaucoup d'allant, ont beaucoup d'envie d'être venus sur ces métiers. Mais la dernière question qu'on leur a posée, justement, c'est de savoir qu'est-ce qui a été le point noir pour que vous puissiez rentrer dans une voie professionnelle. Ils nous ont tous dit que c'est le rendu par rapport à l'environnement, que ce soit dans les professeurs, que ce soit les copains, de dire « Ah bah oui, tu vas dans la voie pro, bah alors t'es débile ». Voilà, tel quel on nous a parlé de ça, que c'est des voies de garage, mais ça fait des années qu'on entend parler de ça. Fort heureusement, c'est pas le cas. Moi, ce matin, j'ai vu des jeunes heureux d'avoir choisi un métier, d'avoir des envies, une motivation. Une jeune fille me disait bah oui, j'aurais bien passé 3 ans de plus pour un bac général, mais pour apprendre quoi ? La date de naissance de Napoléon, ça ne va pas me servir à grand-chose. Elle a choisi d'être dans les métiers de la mode. Elle touche, elle a déjà un pied dans l'entreprise. Voilà. C'est un peu l'environnement qui est autour. On a toujours tendance à penser que dès qu'on en voit dans les métiers manuels ou dans la voie professionnelle et encore plus dans le bâtiment, c'est parce que tu n'es pas doué pour les études. Alors bon, faire des études, c'est une chose, être intelligent, c'est autre chose. Puis alors, moi, je veux rassurer quand même tous les manuels, qu'on appelle manuels. Ils ont une chance infinie, ils travaillent avec leur cerveau, mais aussi avec leurs mains, ce qui n'est pas le cas de tout le monde autrement. Donc vous voyez, je suis quand même à fond par rapport à ces métiers, de revaloriser, de faire en sorte. Il faut aussi convaincre les parents. Oui. C'est pour ça qu'a été inventé le bac pro, hein, pour dire mon fils ou ma fille passe un bac. Ça ne change rien à la formation. Mais c'est comme ça. Bon, il y a de plus en plus de collaboration, on se bagarre depuis des années. Je suis très investie dans l'apprentissage pour convaincre ça. Avoir un métier dans les mains, c'est bien. Et d'autant qu'on voit quand même dans nos entreprises revenir, on parlait d'insertion, alors c'est de l'insertion, de la haute insertion, si je puis dire, des jeunes qui ont un bac +3, +5, qui ne trouvent pas d'emploi et qui reviennent dans nos métiers et qui, la plupart du temps, reviennent dans nos métiers pour reprendre nos entreprises au bout d'un certain temps. Donc, je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Elle sert. Voilà, il y a une place pour tout le monde. Et pour rester très terre à terre, je vais un peu diverger par rapport aux questions qui m'ont été posées. Je ne sais pas quel est le niveau de formation des jeunes qui sont dans la salle et à quoi ils se destinent, mais le bâtiment, c'est une grande famille. On a besoin de tous et de toutes. Le BIM, c'est très bien. Moi, j'ai une entreprise de couverture de 5 salariés. On intervient pour poser la couverture chez des particuliers. Autant vous dire que la maquette BIM, je ne m'en sers quasiment jamais. Qu'il y a un monde à côté du BIM et que nous utilisons du numérique. Nous utilisons ce qu'il faut, des tablettes pour les rendez-vous, des téléphones, de prendre des photos pour les chantiers. On utilise du numérique dans notre entreprise, mais on ne va pas au bout du bout. Et au bout du compte, de toute manière... la mise en œuvre, c'est quand même avec les mains que ça se fera
à la fin. Donc, c'est pas du tout pour casser l'ambiance du numérique. Nos jeunes, ils sont nés avec. Donc, de toute manière, on va pas pouvoir faire autrement que d'y aller. Mais je pense que ça va plutôt nous servir à les attirer dans nos métiers et trouver des moyens de communication pour les attirer dans nos métiers. Voilà. Est-ce que vous pensez que le numérique et l'écologique, ces facteurs-là, vont permettre justement de revaloriser l'écologie, je pense qu'on est les enjeux écologiques, on est en plein dedans. Enfin, je voudrais pas être redondante. Beaucoup ont déjà dit des choses. Les jeunes sont tous, la grande partie très très impactés, surtout avec ce qu'on entend en ce moment. Quand je veux dire, ils sont très soucieux de leur avenir, parce que c'est de leur avenir à eux et pas de leur avenir professionnel, de leur avenir tout court, dont on parle ici. Donc il faut évidemment aller dans ce sens au niveau de l'écologie. Alors vous parliez de la maison des 3 petits cochons. Eh bien non, c'est pas ça, mais nos ancêtres avaient des manières de construire. D'ailleurs, les cathédrales sont toujours là, mais qui font on revient sur des choses basiques. Le fait du campus, et je reviens sur un des intervenants, c'est de montrer que c'est une filière, c'est que tous les acteurs sont ensemble, que le bâtiment, c'est pas que la construction, c'est la conception, c'est les architectes, c'est le client, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, qu'un jeune qui va choisir une voie dans le bâtiment, même s'il commence par un CAP, être ouvrier, peut-être être salarié, reprendre nos entreprises, peut aussi être formateur ultérieurement et entrer dans d'autres fonctions. Il peut continuer ses études. Il faut savoir que il y a des passerelles. Si quelqu'un a envie, on trouvera toujours le moyen de l'accompagner. Et pour le coup, nous sommes très en phase avec le conseil régional pour ces choses-là. Excusez-moi, je suis... Voilà. La jeunesse m'intéresse beaucoup. C'est notre avenir. Bon, c'est très bien. Et donc, je vous remercie de nous avoir parlé aussi en quoi les enjeux écologiques et numériques pouvaient attirer, fidéliser les jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des actions du campus ? Des actions, qu'est-ce que le campus en quoi Elles ont été dites, c'est-à-dire qu'on a ce sentiment de filière. Ça va permettre d'échanger entre étudiants apprentis. Si nous avons tellement de partenaires que se parler les uns les autres, c'est intéressant. Des complémentarités. On a parlé de l'éco-construction avec le CFA Docker, mais tout ça est mutualisé. Donc, ce qui est fait par quelqu'un va être utile à l'autre. Je pense que c'est une addition de force qui fait que, quelqu'un l'a déjà dit, ensemble, on fait plus de choses. Et ça ouvre des perspectives aux nouvelles générations et aussi à l'insertion. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on n'aura pas assez de jeunes pour les emplois. Il va falloir qu'on insère aussi, qu'on remette certaines personnes, des gens qui viennent par envie dans nos métiers. Mais tout ce qu'on fait pour nos apprentis, on le fera aussi pour la formation professionnelle. Notre secteur est quand même bien armé. Fédération du bâtiment, notre OPCO. Enfin bon, la construction, c'est déjà quand même quelque chose qui est carré. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On n'a pas attendu. Alors, je sais que ça fait 18 ans qu'on parlait du BIM. Nous, en Seine-et-Marne, on a fait bâtir éco depuis... on était peut-être trop tôt. On a déjà construit un bâtiment éco-responsable avant qu'on utilise ce mot-là, il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, et qu'un jeune, que quelqu'un qui rentre dans le bâtiment, jeune ou moins jeune, et ce sentiment, madame, d'appartenance, je vous rejoins complètement. C'est pas qu'un métier, c'est... famille est peut-être un bien grand mot, mais enfin je sais que dans nos structures, même dans des entreprises comme celle de notre président, il y a vraiment une cohésion de l'ensemble de nos collaborateurs, et ça, c'est hyper important, quoi. Madame Détry, alors quelques mots pour terminer cette table ronde quand même, parce qu'on a dit que vous étiez référente WorldSkills du pôle métier du BTP. Oui. Alors ce serait en Ile-de-France, ce serait quand même bien de nous parler un petit peu de cet événement.
Ah bien, c'est d'ailleurs en partenariat avec le conseil régional, puisque ce sont les conseils régionaux qui sont quelque part le financeur. Et j'ai eu la chance d'avoir l'accord du conseil régional pour être copilote sur les World Skills. Alors les World Skills, en français, ce sont les Jeux olympiques des métiers. C'est 80 pays, des jeunes de 80 pays qui concourent sur 61 métiers, dont seulement 17 du bâtiment. À ce sujet, le 17e qui vient d'être inscrit pour le bâtiment, c'est justement tout ce qui concerne le numérique. Et nous étions hier en relation téléphonique avec l'organisateur de BIM du salon qui vient d'avoir lieu. Voilà, excusez-moi, qui vient d'avoir lieu parce que voilà, c'est rentré, ça va faire partie des sélections qui auront lieu par rapport à ça pour les jeunes. C'est la belle vitrine. Il faut que les jeunes aient envie. Il faut qu'on montre l'excellence de nos métiers, de leur métier, hein, parce que de leur métier. Et si vous assistiez à une compétition, on l'a déjà avec les MAF d'ailleurs, faut voir l'engouement qu'ils ont. Et moi, je fais appel à toutes les personnes ici présentes. Les inscriptions sont encore jusqu'à fin septembre. Pour tout métier, si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site WorldSkills pour vous inscrire. Si dans vos établissements, vous avez connaissance de jeunes qui ont envie, alors il suffit d'être apprenti, lycéen dans un lycée professionnel, voire même salarié, et juste d'être né après 2002. Voilà, parce que c'est... Et pour finir, le concours international WorldSkills aura lieu en 2024. Décidément, ça sera une grande année. Les JO auront lieu en Île-de-France, mais les WorldSkills auront lieu à Lyon. Et voilà, donc ça donne envie, c'est des challenges, des jeunes qui sont motivés, avec des entreprises qui sont à leur côté et des formateurs. N'oublions jamais les formateurs. C'est un triptyque d'apprendre un métier. Bien, merci Madame Détry. Je vous remercie toutes les deux d'avoir participé à cette intervention, à cette table ronde. Je vais vous demander de rester là, juste le temps des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vous rappelle que vous pouvez aussi interroger les intervenants des deux premières thématiques. Très bien. Alors, bonjour à tous, je suis Monsieur Cotinet, je suis en deuxième année de génie civil. Je pense qu'on ne vous entend pas avec le micro. Voilà. Dites-moi. Alors, je suis Monsieur Cotinet en deuxième année de génie civil à l'UT de Sénart-Fontainebleau. Et au cours de cette table ronde, j'ai eu plusieurs questions. C'était comment rendre profitable une politique écologique au sein de l'entreprise. Parce que quand on arrive dans l'entreprise, généralement, on a une situation un peu d'imprenant. Et je voulais savoir comment on pouvait faire primer cette politique au-delà de la politique économique déjà présente dans l'entreprise. Donc, comment arriver à faire évolutionner le fonctionnement de l'entreprise. Parce que, comme on l'a dit, il y a déjà des coûts élevés, par exemple pour le chanvre, avec les acteurs locaux. Et on comptait reposer sur les aides de l'État pour encourager les gens à appliquer cette politique écologique. Et comment est-ce qu'on pourrait encourager autrement les particuliers à investir dans les politiques économiques du BTP? Voilà. Je ne sais pas si on pourra me répondre actuellement, mais ce sont des idées. C'est une interrogation, vous avez. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de nos intervenants souhaite répondre, peut répondre? Oui, je vais tenter de répondre. Je vais vous demander de vous lever. En tant que chef d'entreprise, c'est une bonne question, mais il y a presque un peu deux choses qui sont mélangées. La première chose, c'est la question du marché. Effectivement, quand on est une entreprise de bâtiment comme une entreprise industrielle ou
quelle qu'elle soit, on travaille sur des marchés. Donc ces marchés, ils sont effectivement possiblement supportés par des subventions, par des aides gouvernementales pour effectivement les valoriser et encourager des particuliers ou encourager différents secteurs d'activité à mettre en œuvre et à commander des travaux, pour faire simple, qui touchent à l'environnement. Mais au travers de cette question-là, il y en a une autre derrière là, qui m'intéresse vachement, c'est comment un jeune peut rentrer dans une entreprise. C'était le début de votre intervention, et puis valoriser le fonctionnement de l'entreprise. Et alors là, il y a quelque chose de très très intéressant, parce que vous avez peut-être entendu tout à l'heure ce que je vous ai dit. On travaille, nous, dans l'entreprise, mais pas que chez moi, dans toutes les entreprises qui s'intéressent, qui font entrer des jeunes, qui embauchent des apprenants dans leur société. Ce qui est vachement intéressant, c'est de travailler un peu en binôme. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez travailler, allez, je vais le faire gros et un petit peu violent, quoi. Vous allez travailler avec un vieux qui connaît vachement bien son métier. Hein. C'est un type, au niveau bureau d'études, au niveau savoir-faire, au niveau méthodo et ainsi de suite, c'est un mec qui connaît vachement bien son métier, qui a une expérience, mais longue, et qui connaît des intervenants, qui connaît tous les fournisseurs, qui connaît tout ça. Et vous arrivez apprenant. Quand on est à l'école, on apprend une langue, mais c'est pas parce qu'on connaît la langue qu'on sait quoi dire au téléphone, quoi. Et donc, en fait, quand vous arrivez dans une entreprise, ce qui va être intéressant, c'est que vous, par contre, vous arrivez avec des méthodos de gestion de projet, de la maîtrise des outils numériques. Et là, quand on se met dans la famille, c'est sûr que vous êtes sûrement vachement plus doué pour passer un SMS ou dialoguer sur LinkedIn, beaucoup plus que votre grand-père ou votre arrière-grand-père, quoi. Et donc, c'est la même chose un petit peu. Vous arrivez, vous, avec des savoir-faire, avec la maîtrise d'un langage qui est le langage du numérique et du digital, l'organisation aussi qu'il y a dans ce monde du numérique et du digital, parce que quand on utilise des outils numériques et digitaux, il y a des interfaces, il y a de la convivialité, il y a la question, voilà, il y a des ergonomies, ainsi de suite, auxquelles vous êtes habitués. Il y a les savoir-faire que vous avez appris aussi dans votre métier. Et du coup, ça, pour une entreprise, je vais dire, c'est de leur embarras, quoi, parce que si on arrive à conjuguer de l'expérience de nos collaborateurs qui sont dans l'entreprise, qui connaissent le marché, qui connaissent bien le fonctionnement de l'entreprise et les clients, et les fournisseurs, et les distributeurs, et tout ce qui tourne autour de l'écosystème de l'entreprise, un jeune qui arrive là-dedans, si on sait l'intégrer, et nos entreprises savent vraiment bien le faire, en gros, on va sublimer, au sens presque physico du terme, la sublimation, transformer du solide en gaz, on va sublimer vraiment vos compétences et vos savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant, c'est une excellente question, sous réserve de ne pas confondre le marché sur lequel on travaille et quels sont les supports économiques, les leviers qui peuvent dynamiser ces marchés en termes environnementaux. Et puis de l'autre côté, par contre, comment on incorpore des jeunes dans l'entreprise. J'espère avoir répondu à votre question. Est-ce que je peux rajouter une petite... Ah, le micro. On m'a coupé le micro. Une petite anecdote pour prouver que l'arrivée des jeunes dans nos entreprises est hyper importante. J'ai donc une entreprise de couverture, alors je vous parle de ça il y a quand même quelques années, où pour faire mettre des casques anti-bruit à mes salariés, je vais vous parler comme on parle dans le bâtiment, on n'est pas des chochottes, machin, truc bidule, des chaussures de sécurité, pour monter sur le toit, c'est pas pratique. Et puis, les apprentis, on y fait très très attention. Ils sont bien, on leur apprend de belles choses dans les centres de formation. Donc, l'apprenti est arrivé en disant, moi, chaussures de sécurité, mais bien évidemment, elles étaient déjà prêtes. Et puis, le casque, parce qu'on m'a dit pour mes oreilles. Eh bien, il faut savoir qu'ils ont tous voulu des chaussures de sécurité après, parce que le jeune apprenti avait dit qu'il en fallait. Voilà, c'est des fois aussi basique. Alors, on va plus loin là avec le numérique. Vous allez arriver, vous allez nous bousculer. Mais c'est une anecdote qui veut tout dire. C'est-à-dire que nos anciens ont une manière de faire. Enfin, nos anciens, 50 ans, c'est pas vieux, je te rassure. Une manière de faire et c'est bien quand vous arrivez et que vous les bousculez, avec respect, bien entendu. Alors, Rapidement, Monsieur Sajou, parce que s'il y a d'autres questions, parce qu'on peut rester toute la journée comme ça. Parce que par rapport à l'exemple que donne Elisabeth, un autre sujet, par exemple, tout dans l'entreprise, là, on est en train de faire notre évolution de mobilité. C'est-à-dire qu'on est en train de changer toutes nos voitures classiques par des voitures électriques. Et en fait, c'est exactement le même sujet que toi. Ça me fait rire, mais rire jaune des fois. C'est que j'ai beaucoup de mal à faire accepter à mes collaborateurs qui sont là depuis un certain temps, qui vont avoir une voiture de fonction électrique, 100% électrique, parce que c'est quand même ce vers quoi on se dirige.
Par contre, mes nouveaux collaborateurs qui rentrent, il y a zéro problème, quoi. Ils sont tout de suite preneurs d'une voiture électrique. Typiquement, on est dans le même type d'exemple. Ah, il y a une autre question. Oui, bonjour, Xavier Bernard, délégué régional de l'agence Qualité Construction. Alors, je vous remercie déjà de cet après-midi qui a été passionnante, sur lequel on a appris quand même pas mal de choses. Alors, l'agence Qualité Construction, j'ai une proposition à vous faire. On a 3 axes. Un premier axe, on assure le secrétariat technique du plan BIM qui a pris la suite du plan BIM 2022 qui s'est achevé à la fin de l'année et qui prenait lui-même la suite du plan de transition numérique du bâtiment. Dans le cadre de ce plan BIM, on assure le secrétariat technique avec l'association pour le développement numérique de la construction qui avait déjà l'ancien secrétariat. Donc il y a une volonté des pouvoirs publics de renforcer le plan BIM, d'où notre investissement sur ce plan. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été choisies par les acteurs et dont beaucoup d'acteurs sont ici, les délégués régionaux de ces acteurs sont ici présents. Ce plan se met en route et il y a pas mal d'actions qui vont devoir être mises en place dans les années à venir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le programme Profil 2, qui un programme financé par les certificats d'économie d'énergie, qui a pris la suite du programme Profil 1, qui prenait la suite du programme RAGE et du programme PACT. Donc des fonds dédiés sur les politiques de rénovation énergétique du bâtiment. Sur ce programme-là, qui a ses propres instances, comme le plan BIM, il y a également des actions à mettre en œuvre, à développer, et toujours sur des outils concrets pour les professionnels. Et enfin, le troisième axe, puisque là je vous ai parlé des secrétariats techniques qu'assure l'agence Qualité Construction, on a quand même des actions en propre, l'agence Qualité Construction, avec nos propres instances, les 48 membres de l'agence Qualité Construction, avec les architectes, bureaux d'études, bureaux de contrôle, entreprises du bâtiment, centre scientifique et technique du bâtiment. Et on a une mallette pédagogique avec 800 documents dans cette mallette pédagogique qui sont à disposition des professionnels du bâtiment. Donc la proposition que je vous ferai, c'est avec ma casquette délégué régional pour l'Île-de-France et pour le campus des métiers de la qualification. Compte tenu de ces plans qui se mettent en place, moi je suis à votre disposition et prêt à vous rencontrer pour peut-être vous exposer un peu les différents axes de ce programme BIM, de ce programme Profil, de ce que peut faire l'agence Qualité Construction, chacun ayant ses propres instances de décision. Et à ce moment, je vous reporterai après à chacune de vos instances nationales qui participent à ces plans pour voir quelle pourrait être la force de proposition de la région Île-de-France sur les items que je pourrais vous développer, développer avec mes collègues en charge de ces dossiers. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, donc il y a des fonds, il y a 6 millions d'euros sur le plan BIM, le programme Profil, je sais, il est encore plus important, j'ai pas le chiffre, et puis l'AQC a également ses propres moyens d'investissement. Donc ce que je suis prêt, là je réitère, donc ma proposition, c'est vous rencontrer pour vous présenter un peu plus dans le détail chacun de ces trois axes, de voir s'il y a des pistes pour vous d'intérêt et puis ensuite les faire remonter par vos propres instances pour qu'elles soient ensuite proposées et discutées dans les instances de ces trois axes de travail de l'agence Qualité Construction. Bien, voilà une nouvelle piste de collaboration. Merci, Monsieur Bernard. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre, mais je pense que c'est à l'ensemble du campus. Voilà, c'est une piste de collaboration que vous ouvrez et qui est intéressante, et comme quoi le campus est bien l'endroit où on peut créer des nouvelles collaborations entre les différents acteurs de la filière. Merci. Écoutez, je vous propose de clore cette table ronde. Je vous remercie beaucoup. Merci d'y avoir participé. Vous pouvez les applaudir.